à la version longue. Cette semaine, je reçois Karine Landerman, la directrice générale du musée La Maison Le Pailleur, situé à Châteauguay. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cet endroit, vous devez aller le visiter absolument. Donc, c'est un musée à la base vraiment avec une mission historique. Dans le fond, c'est une maison patrimoniale, donc vraiment un axe sur la muséologie, l'histoire. Mais il y a aussi un volet art visuel. Et donc, aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'art, en fait, de manière générale, de culture de manière générale. On a fait un portrait un peu de la situation. Là, on sait que le milieu des arts a beaucoup de préoccupations dans les dernières années. Dans le dernier budget, une légère hausse, en fait, un léger investissement en culture. C'est très apprécié. On parle vraiment de l'état des choses et aussi, on parle de manière un peu plus philosophique. N'ayez pas peur, mais de vraiment la place du beau dans la vie, l'importance de cet accès à la culture-là qui nous touche tous. Donc, ça a été une super belle discussion et je vous souhaite une bonne émission. Karine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est tellement un plaisir. Oui, c'est ça. Parce que ça fait un méchant bout. Je me rappelle, mais j'aurais dû regarder avant la dernière fois que tu es venu, là, mais c'était dans la pandémie, peut-être 2021. Puis je me demande si c'était pas dans tes premières versions longues. Ça se peut-tu? Oui, ben, c'était dans les premières. Oui, c'est parce que j'en avais fait 8. Puis là, la pandémie est arrivée. Fait que là, ça, c'est tout le printemps. À l'automne, on a pu recommencer, mais j'ai pas réussi. J'en ai fait quelques-uns. Puis là, je sais même pas si c'est là où je pense que c'était à l'hiver. Mais c'était tout le temps comme on and off, on and off, on and off. Oui, puis j'étais arrivée avec masque. Ouais, puis je me souviens que, principalement, notre sujet de conversation, c'était les musées, la fermeture des musées, la réouverture des musées. Exact, c'est ça, l'espèce de yo-yo, puis dans tout ce truc-là. Mais écoute, comment ça va? Ça va pas super bien. Ça va, ça va bien personnellement, professionnellement. Pour faire la mise en contexte, je travaille toujours à la Maison Le Pailleur comme directrice générale. C'est un musée, moi, que je considère que le vent dans les voiles, qui, d'un point de vue local, régional, a un bon rayonnement. Mais c'est sûr qu'on est dans des années qui s'assombrissent. Ouais. Fait que ça va bien, mais en même temps, j'ai pas d'œillère, puis je vis pas dans l'obscurantisme. Là, je me rends bien compte que ce qui s'en vient sera pas facile. On le remarque aussi, toutes les difficultés socio-économiques qui nous entourent. Fait que oui, ça va bien, mais c'est presque gênant de le dire parce qu'en même temps, autour, c'est plus dur. Oui, c'est difficile. Oui, je comprends. Puis je viens du milieu culturel, fait que c'est difficile de dire que ça va bien. Que ça va juste bien. Ce serait faux de dire ça. T'sais. Non, c'est ça. Puis on peut rentrer déjà là-dedans là, parce qu'il y a eu le dépôt du budget. Ça fait quelques jours. Donc, c'est ça parce qu'il y avait beaucoup de revendications. Ça fait des années qu'on parle que la culture est sous-financée. Là, il y a eu une légère hausse. Oui. Moi, au début, quand je l'ai regardé, parce qu'en fait, tu sais, je n'étais pas autant au courant des chiffres, des demandes du milieu. Je sais qu'il y a eu comme une espèce de front commun. Absolument. Mais quand j'ai vu, il y a une augmentation. Une augmentation, on ne va jamais cracher dessus, évidemment, mais on dirait que je regardais les chiffres, je suis comme, il me semble que c'est tiède comme augmentation, mais ça, c'est moi de l'extérieur. Après ça, j'ai entendu un monsieur qui représente Rideau, le regroupement des diffuseurs, des salles de spectacle, en fait, de diffuseurs, qui, lui, il semblait bien content. Fait que là, je ne sais pas trop si aussi c'était politique, son affaire, mais mettons, toi, comment tu vois ça? Écoute, c'est encore frais. Puis la distribution des crédits n'est pas encore tout à fait claire. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, pour l'instant, là, puis, tu sais, en toute honnêteté, nous, cette semaine, la semaine dernière, c'était la préparation à titre d'institution de notre Assemblée générale annuelle, de notre rapport annuel. Ce qui fait qu'on était beaucoup dans l'administration puis la gestion de notre propre institution. Fait que j'ai pas eu le temps, puis je te le dis en toute honnêteté, d'éplucher le budget. Non, évidemment. Ceci étant dit, parce que c'est récent, là, tu sais, c'est sorti il y a quelques jours. Ceci étant dit, je pense que les revendications principales
principalement du milieu des arts visuels. Ouais. Et art visuel, art de la scène, là, je pense que ce sont des revendications qui ont été vraiment entendues. Est-ce que l'augmentation est suffisante? Probablement pas. C'est l'avenir qui va nous le dire parce que les coûts d'opération vont augmenter en flèche. Déjà, ils ont augmenté en flèche ces coûts-là dans les dernières années. Ça ne va pas se corriger dans les prochaines années. Donc, est-ce que les sous investis vont être suffisants à pallier à l'augmentation des frais d'opération? L'avenir nous le dira, comme je te dis. Par contre, je sais que le milieu en général, au niveau des arts visuels, des arts de la scène, est assez satisfait de la proposition. Je pense qu'ils ont l'impression, puis je dis « ils », mais je m'inclus aussi parce que j'ai une attache aux arts visuels. Je pense qu'on a été entendus. Là où il y a un grand flou, puis où on a encore des inquiétudes, c'est beaucoup par rapport au musée. Ouais. Et par rapport à nos organismes de représentation, je pense à nos CRC, je pense à... CRC, c'est quoi? C'est les conseils régionaux de la culture. Je pense à la SMQ, la Société des musées du Québec. Ouais. Nous, on a des ententes au fonctionnement avec le ministère. Les musées, ça passe par le PAFIM, qu'on appelle, qui est un programme d'aide financière aux institutions muséales. Ouais. Et les organismes de représentation, ça passe par le PAFOR. C'est un drôle l'acronyme, le pas fort. Oui, je sais. Ça prend pas film, là, on pourrait dire pas fin, pas fort. Je sais, c'est des acronymes un peu spéciaux. Et c'est ça. Là, avec la distribution des crédits qui est encore comme inconnue, qui va se faire comme dans un mois, on ne sait pas exactement si ces programmes de soutien au fonctionnement-là vont être bonifiés. Ouais. Puis, tu sais, j'imagine que comme tout le monde, tu as vu un peu l'actualité au niveau muséal. On voit des musées qui ferment, on voit des musées qui font des coupures importantes au niveau de leurs ressources humaines. Le réseau des musées au Québec actuellement en arrache vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, est-ce que je suis contente du budget? Je pourrais pas te le dire encore. Je vais attendre de voir. Oui, c'est trop frais, mais c'est sûr que il y aurait un mécontentement général puis une déception profonde s'il y avait annoncé pour l'ensemble du milieu culturel des coupures. Ouais. Là, on se dit, bon, il y a quand même là un certain contentement, un espoir parce qu'il y a une bonification. Ouais. Est-ce qu'elle est suffisante? Puis est-ce qu'elle va toucher réellement tous les milieux de la culture, les secteurs? Oui, c'est ça. C'est à voir. Mais comme hier, j'écoute beaucoup, la journée est encore jeune à Radio-Canada, c'est ici première, mais il y avait... Gaétan Barrette qui était là pour justement parler du budget. Il parlait de justement comment ça fonctionne quand les ministres vont voir justement le ministre des Finances, mais comme il dit chaque ministre qui rentre, son affaire, c'est la meilleure, puis ça vaut à peine. Puis c'est ça, tu sais. Fait qu'il dit, c'est sûr que tout le monde rentre puis ils veulent une augmentation. Là, fait que on comprend ce combat-là. Ouais. Fait qu'il y a déjà... Puis en comprenant le contexte, puis la dette qui augmente, le déficit en fait du budget, c'est quand même intéressant quand il y a un petit plus. Oui. Au moins, on a comme freiné l'hémorragie à tout le monde. Là, après ça, on verra. C'est sûr que dans les différentes couvertures médiatiques qu'il y a eu par rapport au ministre Lacombe, ce qu'on voyait, c'est que, il annonçait les augmentations, justement, par rapport à certains secteurs. Puis il y a comme une petite mention là, que j'ai vue, puis je pourrais même pas dire la source. Je pense que je l'ai vue dans... un des journaux là, dans les derniers jours. Puis la citation, ou en tout cas la façon dont on rapportait les propos du ministre, c'était, on maintient le financement des musées. Ouais. Actuellement, maintenir le financement des musées, c'est clairement pas assez, là, parce que le milieu est vraiment en carence complète. Là. Mais, encore là, comme je te dis, réinvite-moi dans un mois et demi, puis je vais dire si on est satisfait. Mais c'est sûr que de prime abord, en voyant d'abord qu'il n'y a pas de coupure, puis qu'il y a une légère augmentation pour certains secteurs, on ne peut pas être déçu de ça. Je pense que jusqu'à une certaine limite, le ministre, son cabinet ont entendu les besoins du milieu. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que des fois aussi, j'entends le côté, on augmente en culture. Est-ce qu'il faut que l'argent aille plus dans la création ou dans le sport? Parce qu'on parle peut-être plus de salles de spectacle, en oubliant qu'il y a bien des salles de spectacle qui sont gérées par des villes, donc qui sont comme des formes d'organismes. C'est pas des salles privées nécessairement. Mais c'est une espèce de l'œuf et la poule, dans le sens que, si
s'il n'y a pas de créateur, il n'y a rien à mettre dans le musée. Voilà. Puis s'il n'y a pas de musée, ben, le créateur, il expose où? Fait que il faut tout le temps, je pense, balancer. Là. Mais tu sais, c'est un peu... Moi, je me souviens, puis je vais donner un exemple assez rudimentaire. Là, moi, j'ai déjà siégé sur un comité culturel dans une MRC. T'sais. Puis, on avait l'impression que tout l'investissement en culture bénéficiait à tout le milieu culturel. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Par exemple, un fonds culturel dans une MRC, il est disponible pour les artistes, pour les organismes, mais il est disponible aussi pour des organismes communautaires, pour des citoyens qui auraient envie d'implanter des projets culturels ou des projets qui ont une portée culturelle. Mais un fonds culturel régional sert aussi à ça. Donc, il n'est pas exclusivement réservé à des artistes professionnels, à la culture professionnelle. Dans le fonds culturel, on va retrouver du loisir culturel et de la culture professionnelle. Et c'est différent. Le soutien, il est différent. C'est pour ça que je me souviens à l'époque, quand j'étais à la MRC, moi, je faisais beaucoup la valorisation de l'adhésion aux ententes de développement, aux ententes territoriales du calque. Okay. Parce que c'était une belle porte d'entrée pour les artistes professionnels et les organismes professionnels pour trouver du soutien pour la production, pour la diffusion. Et personne qui a une pratique amateur ou un organisme qui n'aurait pas comme mission une mission culturelle, personne de ces individus ou organismes-là pourrait déposer à ce fonds-là parce que c'est un fonds exclusivement réservé aux professionnels. Et on faisait vraiment la part des choses comme ça. Puis moi, mais j'ai dû ça l'expliquer à des élus pour leur faire bien saisir que chaque fonds répondait à un besoin du milieu qui était bien différent. D'une part, le loisir culturel, puis c'est important aussi, mais d'autre part, la culture professionnelle, parce que nos artistes professionnels produisent du contenu, ont une expertise, puis il faut la valoriser parce que c'est ça qui nourrit, au bas mot, un peu, en fait, beaucoup, le loisir culturel. Tu sais, si on écoute la télévision, les gens qui nous proposent du contenu sont des professionnels de leur milieu. Il faut absolument engager des sommes pour soutenir cette production-là qui a quand même une certaine autonomie quant aux bénéfices économiques, mais qui doit avoir aussi des fonds publics parce qu'il y a là-dedans des initiatives de recherche, il y a des tentatives de nouvelles productions, puis ça prend un minimum de fonds publics pour soutenir cette recherche-là. Tu sais. Ouais. Et qu'est-ce qu'on répond? Parce que, bon, je ne nommerai pas, mais il y a du monde là, qui ont dit publiquement, qui parlent de rentabilité en fait, de la culture, de comme, mais là, si personne achète ou écoute des billets, ou achète des billets ou écoute les trucs, pourquoi qu'on financerait en tant que société la culture? Oui. Mais, tu sais, je suis d'accord, puis, tu sais, j'adhère à une certaine pensée qu'il n'y a pas suffisamment d'esprit de leadership entrepreneurial en culture. Je pense sincèrement qu'on a la capacité... En fait, on génère déjà énormément de retombées économiques, le milieu de la culture. Alors, pour un sou qui est investi en fonds publics, il en retourne beaucoup plus en profit puis en retombées économiques. Donc, ça, c'est une première des choses. Il faut penser que ce qui est investi en culture apporte plus que l'investissement. Ça, c'est la première des choses. Soit en tourisme, soit en... Bon, il y a plein de secteurs qui en bénéficient. Mais d'autre part, je pense qu'il faut aussi valoriser au sein du secteur de la culture un esprit d'affaires, insuffler un esprit d'affaires plus fort. Et ça veut aussi dire de changer notre discours. C'est-à-dire que quand on va chercher des sous chez un subventionnaire, un partenaire, un commanditaire, c'est d'expliquer la retombée de cet argent-là, qui n'est pas un acte de soutien, de don de ou mécénat, de mécénat. Oui, il y a une forme, mais ça, mais c'est pas... Il y a une forme de philanthropie. Oui. Mais la philanthropie, c'est qu'il y a une retombée sociale, il y a une retombée économique. Tu sais, il y a quelque chose qui fait que ce qui est
en fait, c'est pas juste un don, c'est un investissement. Puis je pense qu'il faut vraiment le rappeler quand on met des fonds publics dans la culture, on investit dans une société, dans une identité, dans un secteur qui est essentiel à la santé collective. Puis on le dit pas assez, là, mais demain matin, là, faisons une grève, je le dis toujours, puis ce serait impossible à imaginer, mais essayons pendant 2 minutes de penser à une grève de la culture qui serait effective sur 2-3 jours. Là. Puis il y a énormément de services, il y a énormément de secteurs qui seraient complètement paralysés par cette grève-là. On n'a pas idée à quel point la culture, elle est partout. Oui. Puis en fait aussi, à quel point on en a besoin en tant qu'humain, en fait. Là. Exact. Parce puis quand on parle de la culture, là, dans l'ultra-pop, le truc plus niché, là, mais tu sais, on a... pas de série le soir, pas rien, pas de musique dans l'auto. Exact. Ça devient froid rapidement. Oui. Puis, tu sais, retire pendant... Puis, tu sais, c'est drôle à dire, mais retirons pendant une journée de nos environnements tout ce qui est produit par la culture. Puis ça veut dire pas juste nos loisirs, mais ça veut dire aussi tout ce qui visuellement nous entoure, qui est attaché à une expertise culturelle, artistique. Ça veut dire l'architecture, ça veut dire, il y a beaucoup de choses qui émanent du secteur culturel, puis on n'en prend pas suffisamment conscience, en fait. Puis je pense que, tu l'as dit, cette espèce d'aspect-là de renforcer le bien-être, puis le sentiment aussi c'est ça, de bien-être de l'individu, il passe énormément à travers la création, l'attachement à l'identité. Tout ça, c'est des vecteurs de valorisation qui sont vraiment, vraiment forts. Puis souvent, on s'en rend compte quand on est coupé du monde en raison d'une maladie ou d'une situation qui est plus grande que nous, qui nous incombe, puis on va trouver refuge dans la culture. C'est là qu'on va... On pense à la pandémie, mais on pense n'importe qui souffre d'isolement, qui souffre de maladies physiques, mentales. Les arts, la culture, c'est un refuge de bien-être pour ces gens-là. Donc, je me dis que, il faudrait collectivement embrasser cette idée que plus on nourrit la culture, plus notre collectivité se porte bien. Oui, c'est ça. Puis on voit justement l'art utilisé comme thérapie plein de fois. On voit sur les médias sociaux, j'ai vu un monsieur avec l'Alzheimer, puis ils font écouter une chanson de son enfance et tu vois qu'il reconnecte à quelque chose. Mais ça, c'est extraordinaire, le pouvoir de... Exact. Oui, le pouvoir. Puis, il y a des études là, qui le démontrent, le pouvoir surtout des sens, de la musique. On a des gens, effectivement, qui vont souffrir d'Alzheimer. Moi, je fais partie, dans mes nombreuses activités, à côté là, du musée, je fais partie d'une chorale, puis c'est une chorale de Noël. Donc, c'est plein d'humilité, là, mais on le fait avec beaucoup de plaisir. Une chorale qui est à Beauharnois. Puis, dans la naissance de cette chorale-là, il y avait cet objectif-là de profiter du fait qu'on était plein de gens qui chantaient ensemble, qui aimaient ça, pour redonner à la société des moments aussi de réconfort, surtout à la veille des fêtes où des fois, c'est des moments difficiles. Donc, à chaque année, là, depuis, ma foi, je pense que ça fait presque 10 ans, on fait un concert gratuit pour la communauté à Beauharnois. On invite les gens à amener des denrées pour le coin du partage. Donc, on a des actions sociales très fortes. Puis, on faisait la tournée de certaines résidences de personnes âgées, puis certains CHSLD. Puis, ce qu'on voyait en chantant, puis j'en ai été témoin, là, des gens qui sont un peu inertes, des aînés qui sont dans des situations critiques, là, qui sont en déclin cognitif. Et dès que la musique démarre, il y a quelque chose qui se connecte à leur mémoire. Et même si ils sont en perte de mémoire puis de capacité cognitive,
il s'éveille. Ouais. Tu sais, c'est quand même assez extraordinaire, là, le pouvoir de la musique. Ouais. Puis, il y a la musique, mais tu sais, on l'a dit, oui, les arts visuels, tu sais, moi, je me souviens d'avoir fait partie de différents chantiers de réflexion sur la médiation culturelle. Puis, on parlait, par exemple, je me souviens, il y avait un cas qui était d'accompagnement en deuil périnatal. Tu sais, comment accompagner des parents qui ont perdu un enfant par les arts. Comment les aider, dans le fond, à vivre un deuil par les arts. Puis oui, il y a l'art-thérapie, là, mais il y a aussi tout le... Parce que l'art-thérapie, c'est régi. Tu sais, je veux dire, un thérapeute doit être... C'est pas n'importe qui s'invente art-thérapeute. C'est pas tous les artistes qui ont la capacité, évidemment, d'accompagner puis d'intervenir. S'il y a des traumas qui sortent de ça, là, oui, je comprends. Là, c'est bon, on s'entend. Mais l'acte de faire... Mais voilà, l'acte de créer, l'acte de se plonger en soi-même puis de devenir le véhicule d'un message, de purger aussi d'une certaine façon un stigmate, un choc, une grande perte. Je pense que de le faire à travers le véhicule de la création des arts, c'est extrêmement constructif. Oui, bien, tu vois, ça me rallume quelque chose parce qu'on a parlé avant de commencer là, de Madame Lefebvre, la Maison des enfants à Beauharnois, qui font un travail incroyable, qui sont justement là-dedans dans les enfants peuvent aller là, c'est plus d'âge primaire. Oui. Puis ils veulent donner des contacts alors que sur la musique, ils laissent un peu... je pense qu'ils peuvent toucher un peu à n'importe quoi. Il y a des professeurs de musique qui vont là, des artistes visuels, qui vont faire de la peinture, peu importe. Puis elle avait parlé d'un cas qu'elle a parlé justement dans l'émission d'un petit gars qui était très... Il allait là, mais il était rébarbatif à tout. Puis il voulait lui faire du dessin. Il voulait pas. Puis à un moment donné, il y a comme quelque chose qui a allumé, puis il s'est mis à dessiner. Puis son dessin a comme allumé quelque chose. Puis ils ont été creusés dans cette colère-là qu'il y avait déjà à 8 ans. Puis en tout cas, elle ne m'a pas donné tous les détails, évidemment, puis on n'ira pas plus loin. Là, mais ils ont comme réussi à toucher quelque chose que le petit gars était prêt de verbaliser, mais pas du tout, du tout. Donc, c'est ça, c'est des choses qui sont importantes. Absolument. Dans la mais vie. Tu l'as dit, il n'avait pas réussi à verbaliser. On est dans une société où on dirait que les seuls messages qu'on peut valider, ce sont les messages qui passent par la parole. Ouais. Mais des messages, là, puis des moyens d'expression, ça dépasse largement les codes d'une langue ou de la parole. On peut exprimer quelque chose de plein d'autres façons. Puis je pense que quand il y a des limitations à ce que nous permet effectivement les mots, bien, il faut trouver une autre façon de s'exprimer. Puis les arts, clairement, c'en est une. Puis pour plusieurs personnes, ça devient extrêmement réparateur. Puis tu sais, même pour les artistes, tu sais, ça demande quand même un minimum de courage de se plonger là-dedans. Ouais. Parce qu'il faut vraiment que tu ailles à l'intérieur de toi, il faut que tu te permettes... Puis tu sais, souvent, là, on n'est pas conscient jusqu'à quel point c'est intimidant d'aller dans cette zone-là. Parce que s'exprimer par les arts, en fait, par la parole, je dirais pas les arts de la parole parce que là, on serait plus dans la création, mais par la parole elle-même, par une langue, c'est une chose qui est régie par des codes, tu sais, puis qui peut facilement se désincarner d'émotions. C'est facile de passer un message sans trop d'émotion avec des mots. Par contre, quand tu vas dans un véhicule artistique pour t'exprimer, tu n'as pas le choix de l'incarner d'une émotion. Puis à partir du moment où tu l'habites d'une émotion qui est la tienne, bien là, tu te mets un peu en danger. Tu te dissectes en public. Tu t'ouvres. Et là, ce que ça veut dire, c'est que tu deviens vulnérable. Puis là, ben, c'est pas tout le monde qui est prêt à aller là. Puis je peux comprendre. Puis tu sais, souvent, on n'a pas conscience à quel point ça demande du courage de faire ça. Mais tu sais, tous les artistes en art visuel, là, c'est drôle parce que récemment, là, je faisais l'accompagnement à titre de commissaire de 6 artistes là, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Trace, qui est vraiment pour la relève artistique. Puis, tu sais, je saluais là, vraiment le cours. Puis c'est très récent, là, fait que c'est encore frais en moi. Là. Puis je saluais tout l'engagement puis le courage de ces artistes-là de faire, par exemple, une première exposition solo. Parce que la journée où tu fais une première exposition solo puis que tu tapisses les murs
d'un peu de toi. Ouais. Ça veut dire que tous les commentaires qui vont venir sur ton exposition vont être des commentaires critiques envers toi-même. Oui, c'est ça, parce que tu as ouvert quelque chose de toi-même et tu l'affiches. Et tu l'affiches. Fait que c'est ça, il faut que tu sois prêt à ça, parce que ça peut faire mal, parce que si tu as ouvert une faiblesse, tu as ouvert te montrer une tristesse, un truc, puis le monde fait c'est n'importe quoi, je comprends mais pas. Mais le contraire est aussi possible. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire, la critique fait mal, mais la connexion que peut te permettre un acte comme celui-là, elle est extraordinaire, elle est vraie, puis elle n'est pas si courante. Parce que, tu sais, combien de fois dans ta vie tu rencontres des gens pour une première fois, puis que tu as une connexion réelle avec ces gens-là. Ouais. C'est assez rare. Là. Certains chanceux le vivent plus souvent que d'autres, là, mais je pense qu'en général, quand on rencontre des gens dans un contexte X, on reste assez superficiel. Sur la conversation. Oui, c'est ça. Ça va. Oui, ça va, toi. Le classique, ça va. Ben, tu ne t'ouvres pas trop parce que... Mais moi, j'ai vu des expositions où les gens vont parler aux artistes puis font « Mais ce que tu proposes, là, c'est un peu de mon histoire. Je me reconnais en toi. » Puis là, ils s'ouvrent. Puis là, ils nous racontent... Oui, plein de choses par rapport à leurs propres expériences. Et ça, c'est extraordinaire là, de pouvoir vivre ça, d'avoir cette connexion-là avec un autre humain. Qu'on connaît à peine. Il y a quelque chose d'assez fabuleux. Mais à l'opposé, il y a aussi le fait que le public est assez critique et sévère même. Puis on oublie, moi la première, là, je pense qu'on est tous un peu comme ça. Des fois, on est dans une relation critique où on oublie que derrière, il y a un créateur qui s'est investi. Puis on se permet un regard assez dur sur ce qu'on nous propose comme produit culturel. Mais le produit culturel, avant d'être ça, c'est la création d'un humain. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça, il faut au moins l'accueillir. C'est ça. Puis le nourrir. Puis laisser aussi la chance de développer des... C'est ça. Des fois, ça peut être maladroit. Oui, puis c'est normal aussi parce que c'est un processus qui est en constante évolution. Puis des fois, on a l'impression que quelque chose est achevé. Finalement, ça ne l'était pas tant, mais c'est 10 ans plus tard, comme créateur, qu'on va le savoir que c'était pas achevé, là, parce qu'on était collé dessus. C'est normal. Je pense que, moi, j'aurais envie de dire aux gens que quand ils vont... Puis c'est correct là, de se positionner par rapport à un acte ou une œuvre, un acte culturel, une manifestation culturelle. C'est correct là, de dire j'aime pas. Mais de démolir une manifestation culturelle sous le principe que c'est quelque chose à quoi on n'adhère pas ou qu'on ne comprend pas, ça, c'est l'autre chose. Je pense qu'on devrait s'abstenir. Je pense qu'on devrait, sans être trop... l'idée, c'est pas d'être trop complaisant. Il faut trouver une ligne, je pense. On peut être critique tout en étant respectueux. Exact. Et en se souvenant toujours qu'un artiste qui nous propose quelque chose, c'est nécessairement à un moment ou à un autre mis dans une situation de vulnérabilité. Et le fait qu'il nous offre ça de lui, c'est un privilège. Oui, c'est ça. Puis, c'est parce... Tu me disais ça, puis ça me fait penser aux Denis de Relais, quand ils sont arrivés, puis ils se faisaient huer. Juste pour rire, la première année, ils se sont fait huer, mais avec une haine. Puis à cette heure, ils arrivent n'importe où, c'est un standing automatique. Ils sont adulés. Mais au début, ça leur a fait très, très mal. Ben, plus à un des deux, là, ils ont fait des entrevues là-dessus, mais c'est que rapidement, il y avait du monde qui ont fait, non, ils huent parce qu'ils ne comprennent pas. Puis ça les a fâchés de ne pas rire, de ne pas comprendre qu'est-ce que vous faites. Fait que ils sont fâchés, puis ça sort de même. Ça va être extrêmement violent à recevoir en live, là, une huée de 2000 personnes. C'est sûr. Mais c'est ça. C'est drôle, hein, parce que je te dirais que, moi, personnellement, j'ai une pratique en art visuel. Là, puis mes études m'ont préparé quand même à ça. Okay. Puis je pense que probablement aussi que j'ai pas fait l'École nationale, là, mais j'imagine que jusqu'à une certaine limite, le corps professoral prépare à ça. Je comprends. En ce sens que les mentors qu'on a, les maîtres, les professeurs qui encadrent notre apprentissage peuvent être très durs. Peuvent être très durs. Puis sais-tu quoi? C'est correct là, parce que ça nous aide à nous bâtir une solidité, puis ça nous aide, dans le fond, à... Puis moi, j'ai déjà vu des enseignants là, en milieu universitaire qui démolissent le travail d'un étudiant, puis j'ai déjà vu l'étudiant se tenir debout puis dire, écoute, vous n'aimez pas ça,
vous me reprochez un paquet de choses, c'est correct, j'accepte votre critique, mais ça, c'est mon identité. Puis je reste quand même sur ma position que mon travail est valide, est valable. Oui, c'est ça. Et j'ai vu ces enseignants-là dire, ben c'est quoi? Bravo. Ouais. Parce que c'était un peu l'objectif derrière cette critique acerbe, c'était de dire, moi, j'ai besoin que vous affirmiez votre identité d'artiste. Puis pour ça, il faut que je vous ébranle jusqu'à ce que vous vous teniez debout. C'est dur, là. Oui, c'est dur. C'est vraiment dur. C'est sûr, c'est dur, mais c'est correct de se préparer à ça. Parce que moi, je me souviens qu'une de mes expositions, puis je te donne un exemple, moi, je travaille en art imprimé, puis ça, c'est vraiment en parallèle, évidemment, de mon travail de gestionnaire culturel. C'est ma production comme artiste. J'ai un travail qui est assez abstrait, même très minimaliste. Là, j'imprime des blancs sur blancs, t'imagines. Le classique. Ouais. Que le monde dit souvent, le blanc sur blanc, c'est quoi ça? Oui, c'est ça. Moi, je travaille ça, les blancs gris, les blancs chauds, les blancs froids. J'adore les blancs. Bon, bref. Et je me souviens très bien avoir fait une exposition et c'était savoureux. Là. Je présente l'exposition, puis cette journée-là, je fais du gardiennage pour l'exposition. Donc, il n'y a rien qui laisse apparaître ou présager que c'est moi l'artiste qui expose. Fait que c'est fabuleux parce que là, je peux entendre des commentaires à chaud qui ne se soucient pas du fait que c'est moi l'artiste. Puis il y a une dame qui est dans l'exposition, puis qui sort de l'exposition, puis qui me dit « Ah, merci pour l'accueil », puis tout ça. Mais elle dit « Tu sais, c'est vraiment pas une exposition que j'ai appréciée, là. C'est n'importe quoi, tu sais, ça veut rien dire, ça représente rien. Il n'y a pas de référence, je vois pas du tout ce que l'artiste veut nous dire. » Puis moi, de répondre « Mais c'est fabuleux parce que je vais pouvoir vous l'expliquer, c'est moi qui les ai faites, ces œuvres-là. » Puis là, évidemment, malaise. Ouais. Mais moi, je pense qu'il fallait que j'accueille ça aussi avec modestie, parce que, tu sais, on ne peut pas toujours penser que si on ne donne pas les codes avec les œuvres, que les gens vont comprendre. OK? Ouais, c'est ça. Il faut aussi faire un acte de modestie. Tasser l'ego puis dire, bon, ben ça se peut que les gens n'aient pas compris, là, ça se peut que ce soit pas si clair, puis c'est correct. Parce que ce qui a motivé mon besoin de communiquer, d'abord et avant toute chose, c'est un besoin qui est très personnel. Exact. Fait que ça se peut que ce soit pas si universel que ça, mon message, tu sais. Puis après, on arrive dans l'abstrait, que bien, évidemment, on efface les codes. Exactement. Donc là, ça rajoute une couche. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut accepter ce commentaire-là. Puis je pense aussi qu'il faut valider l'incompréhension du public face à son travail. C'est-à-dire que cette incompréhension-là, là, elle est pas... elle est acceptable et elle est explicable. Puis ce que je disais à la dame, tu sais, demain matin, là, vous allez en Asie, puis il y a des gens à côté de vous qui parlent mandarin, là. Vous ne comprenez pas, là. Puis c'est normal que vous ne compreniez pas parce que vous n'avez pas appris le mandarin. Ouais. Puis il n'y a personne qui est là pour vous dire que vous avez tort de ne pas comprendre. Puis vous, de votre côté, vous ne direz pas aux gens qui parlent mandarin qu'ils n'ont pas raison de parler mandarin. En fait, tout le monde va se comprendre dans son incompréhension, puis va accepter ce fait-là. Mais j'ai dit, c'est pas différent l'exposition que je vous propose. Ouais. Dans le fond, je vous propose un langage qui n'est pas le vôtre. Ouais. C'est très normal que vous ne le compreniez pas. Ouais. Puis moi, j'accepte que vous ne le compreniez pas. Puis moi, je vous demande d'accepter le fait que c'est un langage que je vous propose qui n'est pas le vôtre, mais qui existe. Oui, c'est ça. Tu sais, je vous demande d'accepter l'existence même de ce langage-là. Après ça, je vais vous aider à le décoder. Je vais vous expliquer c'est quoi mon travail. Puis finalement, on a eu une super belle rencontre, une super belle discussion. Puis à la fin, elle m'a dit, tu sais, parce que au bas mot, mon travail est quand même inspiré d'éléments réels. Le message que même les codes visuels sont extraits de tout un corpus photographique. Tu sais. Fait que j'ai pu, pour elle, symboliser des formes avec des référents qu'elle connaissait. Puis c'est comme si soudainement, tout ça avait pris du sens. On a eu une super belle conversation. Puis elle m'a dit, ben tu sais, là, j'ai réussi à apprécier ton langage, tu sais, puis ton travail. Oui, c'est ça. Ben, c'est parce qu'il y a plein de niveaux aussi, parce que, tu sais, ça se peut que, c'est ça, tu le comprends pas, puis ça se peut que ce soit un truc que, tu sais, je ne mettrais pas ça chez nous. C'est pas quelque chose qui définit ce que j'ai envie, mais ça enlève pas la beauté que cette œuvre-là peut avoir. Exact. C'est juste que tu fais comme, même moi, c'est pas ça que j'accrocherais chez nous, tu sais, bon.
La beauté ou la pertinence? La pertinence. Moi, je te dirais plus. Parce que la beauté, d'abord, c'est très relatif. Puis je crois beaucoup... puis on en a déjà parlé. Hein, ça fait partie de moi. Tu sais, cette espèce de besoin de s'entourer de beau. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Je pense que l'humain a besoin de ça pour s'améliorer. Fait que je crois beaucoup à la beauté, mais encore là, c'est ça, les standards de beauté, c'est extrêmement variable d'une culture à une autre. Quoique la laideur est assez... ça, c'est assez standardisé. Ouais. Je pense que ce qui est... c'est plus difficile de définir ce qui est beau que ce qui est laid. Exact. Je pense que ce qui est vraiment laid, c'est assez universel. Oui, je pense que oui. Puis là, tu sais, je parle pas vraiment de... En fait, je parle pas du tout de corporalité, on s'entend. Là, je parle des choses laides, des attitudes, des positions, tu sais, bon. Fait que je pense qu'on a besoin de beau. Je crois beaucoup au pouvoir de la contemplation, tu sais, le fait de s'asseoir devant quelque chose d'immense, d'englobant, puis d'esthétique qui nous fait entrer dans un état de béatitude. Tu sais, je crois beaucoup à ça. Mais je pense aussi qu'il y a des œuvres qui ne sont pas nécessairement faites pour ça. Il y a des œuvres qui ont un message de pertinence. C'est pas un message de beauté. Oui, je comprends. Puis c'est correct, ça. Oui, je comprends. Et il y a des... Moi, tu sais, pensons juste à l'art performatif, là, tu sais, je veux dire, on peut difficilement apporter ça à la... Tu sais, c'est pas une œuvre qui a une fonction esthétique d'être accrochée dans un salon. J'achète l'artiste pour qu'il me fasse la performance dans mon salon à tous les jours. Alors ça, ce sont des œuvres qui sont là pour challenger. Oui, pour faire réfléchir, simplement, tu sais, parce que on n'a pas tant d'occasions que ça, je pense, dans notre quotidien. Ça va vite. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, ça va vite. Je pense que, est-ce qu'on a réellement le temps, là? Tu sais, soyons bien honnêtes, là, toi comme moi, là, à chaque jour, de s'arrêter puis de réfléchir à des enjeux philosophiques, sociaux. Tu sais, puis je pense que, tu sais, de par le milieu dans lequel on évolue, tu sais, dans la culture, toi comme moi, tu sais, toi, tu es dans les communications, mais je pense qu'on est forcé à le faire assez régulièrement. Mais imagine 2 secondes qu'on travaille dans une usine ou que... Je ne sais pas, il serait où ce temps-là dont on dispose pour réellement se questionner. Fait que l'art, c'est là aussi pour ça. Exact. Pour nous donner des occasions d'aller un petit peu plus loin dans notre réflexion d'être humain, tu sais. Oui. C'est ça. Moi, c'est sûr que... mon art de prédilection, c'est vraiment le cinéma. C'est ça que j'ai étudié. C'est ça qui est... Puis là-dedans aussi, il y a des films, des fois, que je critique, puis que j'ai vu, puis que quand je le critique, je dis j'ai pas aimé ça vraiment, mais je comprends que, justement, mettons, il y a un titre qui me revient pas, là, mais il y a un film que, clairement, le cinéaste essayait quelque chose. Il essayait de nous challenger dans notre rapport à la narration. Fait que je comprenais son désir. C'est juste qu'à la fin, je me suis dit, mais en essayant de ne pas être agréable, c'était pas agréable. Fait qu'on dirait que c'était comme une roue, tu comprends? Mais je saluais l'audace d'essayer de faire ça, mais c'est comme, mais en même temps, tu as réussi, c'était pas agréable. Tout le long, tu nous envoyais quasiment à chier de vouloir être là puis regarder ton film. Fait, je comprends. Fait, des fois, mais tu sais, je comprends, des fois, il y a de l'art qui essaie de pousser, puis c'est correct, puis il faut que ça existe. C'est ça. Des fois, c'est tentatif. Là. Des fois, puis tu sais, en cinéma, c'est exactement la même chose. En fait, tout ce que j'ai dit depuis le début s'applique à n'importe quel type d'art. Là, puis je pense que par moment, puis c'est tout à fait normal. En fait, des œuvres abouties, là, c'est pas ce qu'on recherche en art. Tu sais, des œuvres abouties, une œuvre qui va être intemporelle, qui va représenter l'ensemble de la carrière d'un artiste, là, il y en a vraiment pas des tonnes. Généralement, l'ensemble des œuvres de la carrière d'un artiste sont des œuvres de tentative, d'essai. On va aller un petit peu plus loin dans nos recherches, dans nos présomptions. On va ouvrir un univers de possibles dont on ne connaît pas l'issue, là, puis c'est ça qui est intéressant. Mais je pense qu'effectivement, l'idée, c'est de... comme public, c'est de recevoir ça en se disant, bon, OK, je comprends. Ça ne me plaît pas nécessairement dans son entièreté. Je comprends ce que j'ai reçu. Comment... Tu sais, moi, j'invite les gens là, à essayer de se demander comment eux, ils l'auraient fait. Comment moi, je leur ai passé ce message-là. Puis je trouve que ça, c'est constructif parce que là, ça éveille
d'un créateur chez un autre créateur, puis tout le monde a cette capacité-là. Tu sais, le nombre de personnes, là, je fais un peu de coq à l'âne, mais c'est correct. Tu sais, le nombre de personnes dans la vie, moi, qui comme artiste, comme gestionnaire culturel, que je rencontre, qui sont de d'autres milieux, puis qui me disent « Ah, moi, je suis vraiment pas artiste. » On dirait qu'ils sentent le besoin de me dire en tout cas, bravo, parce que moi, non, je suis vraiment pas artiste. Là. Souvent, ils vont faire référence au fait qu'ils savent pas dessiner. Bon. Ouais. Mais dans le fond, le monde de la culture, c'est un monde de créateurs. Ouais. Puis, je ne sais pas si tu as vu, là, mais depuis les 10 dernières années, le nombre de chantiers en art qui s'allient au milieu de la science, c'est explosif. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en science, on a aussi des créateurs. Oui. Et il y a vraiment une connectivité là, assez exceptionnelle entre le travail de chercheurs en sciences et le travail de chercheurs en art. Et ce mariage-là est explosif et vraiment intéressant parce que c'est ça. Ce sont des esprits créatifs, des esprits d'innovation. Puis les mettre ensemble, bien, ça fait quelque chose d'assez grandiose. Donc, il ne faut pas penser que si on ne sait pas dessiner, puis on n'a pas fait de théâtre, puis on ne sait pas chanter, on n'est pas... En fait, on n'est peut-être pas artiste à proprement parler, mais on a tous la capacité d'être créateur. Oui. Puis je voulais juste revenir parce que dans tout ce que tu as dit aussi, il y a le désir de la contemplation, le désir de vivre des moments aussi, tu sais, puis des souvenirs que j'ai, que ce soit cinéma, le théâtre ou des trucs, tu sais, c'est toutes des choses qui sont passées en allant dans un lieu, justement, tu sais. Oui. Tu sais, mes plus beaux moments de cinéma, c'est pas des films que j'ai écoutés chez nous, c'est quand je l'ai vécu avec des gens autour de moi. Mm-hmm. Je vais toujours me rappeler de Roma, qui est en fait un film Netflix, qui est sur Netflix, mais de Cuarón, un Mexicain. Mais je l'ai vu en salle au Nouveau Cinéma à Montréal, une petite salle, 80 places, un cinéma indépendant, rempli. Et je me rappelle, parce qu'il y a 2 moments dans le film très marquants, que je dirais pas, mais ces 2 moments-là, tout le monde pleurait. Mm. Et on était en silence, mais tu entends 80 personnes pleurer. Puis il y a comme quelque chose qui se connecte à une émotion. Tu sais, le cinéma, c'est pas juste... parce que c'est ça, souvent le monde, je comprends les prix, puis là, je comprends l'idée, bon, on va aller voir les gros blockbusters, on va payer pour le spectacle, mais aller voir un drame, aller voir n'importe quoi, c'est magnifié. Tu disais de se perdre dans quelque chose qui est plus grand que nous, mais là, on est vraiment là-dedans, dans cet écran-là, qui nous pitch une émotion. Puis quand tu regardes chez vous, tu n'es pas connecté à ce même niveau-là. Pas. Puis... Absolument pas. Puis il y a quelque chose là de vraiment intéressant parce que, tu sais, on les a vus, là, les débats dans les dernières années au niveau des salles, tu sais, de cinéma, des salles de spectacle, qui voient une baisse de leur fréquentation, une baisse d'achat de billets, sauf peut-être à l'exception des shows d'humour, là, qui fonctionnent encore bien. Non, c'est ça. Mais le spectacle d'humour est un bon exemple où tu as une salle immensément grande où, au même moment, de la même façon, sur la même réplique, tout le monde rit ensemble, en cœur. On vit quelque chose ensemble. On vit quelque chose ensemble. On a tous pris un moment de notre vie, on a arrêté, on est allé là. Exact. On se fait... On vit quelque chose. C'est sûr que le rire est plus vendeur, tu sais, parce que c'est plus... comment dire? C'est plus rapide comme récompense, en fait. C'est plus clair. Tu passes 2 heures à rire. Physiquement, tu le sens. C'est une récompense. Oui, c'est ça. Tu sais, le fait de vivre une émotion intensément, puis de pleurer sa vie, ça nous semble pas être une récompense. Alors que pourtant, c'est un canal extraordinaire pour vivre une peine, purger la peine, puis se sentir mieux après. Exact. Mais on n'est pas dans le réflexe de récompense. Exact. Moi, j'en parle beaucoup de ça parce que je suis pas quelqu'un qui vit bien ses émotions en temps normal, que peut-être dans la vieille mentalité, là, je garde ça pour moi, tout ça, mais l'art, le cinéma, particulièrement, m'aide justement. Des fois, je me fais une petite vidange, là. Je regarde un film, j'ai connecté à quelque chose, ça me fait, fait pleurer, puis après ça va mieux. T'sais, après ça, il y a comme quelque chose de... comme quelque chose qui est sorti, tu sais. En fait, c'est que, tu sais, on a comme un certain besoin, encore une fois, puis ça, c'est très culturel, là, d'instantanéité. Ouais. Dans le résultat positif qu'on recherche. Là, donc, on a de la difficulté à comprendre que, par exemple, se sentir bien en plusieurs étapes
c'est aussi possible, là, de vivre un deuil, de l'exorciser, puis après ça, de le partager avec d'autres, puis là, après ça, on va se sentir mieux. Ouais, exact. C'est pas très instantané, ça, comme processus. Fait que c'est sûr que les gens se rallient moins à ça. Puis cela, donc, par exemple, je pense aux Arts de la parole. Moi, j'ai vu des spectacles de contes immensément touchants, déstabilisants, parce qu'on y racontait des histoires d'exode, même de harcèlement, de violence physique, mais tout ça était fait sous forme de contes. Et au final, même si quand on le reçoit, on ne se sent pas vraiment bien, c'est dur à recevoir, mais après ça, tout ce que ça provoque comme bénéfice de partage, d'exorcisme d'une douleur, c'est vraiment... En fait, c'est quelque chose qui s'inscrit beaucoup plus à long terme que la satisfaction rapide. Dans le fond, c'est l'équivalent entre manger un bon repas ou une barre de chocolat. Là. C'est ça. La barre de chocolat va te donner de l'énergie tout de suite, c'est vraiment le fun, mais le bon repas, il va te permettre de durer beaucoup plus longtemps. Mais ce système de récompense-là, qui passe un peu par la douleur, fait quelque chose de beaucoup plus significatif à long terme que le résultat spontané, instantané, du rire ou du bien-être temporaire. Ça veut pas dire... Je suis pas en train de dire à tout le monde, allez plus voir des spectacles d'humour, là, ça fait du bien d'aller voir un spectacle d'humour. C'est ça. Mais je veux dire, ne vous limitez pas qu'à ça. Puis, tu sais... la mise en danger, puis la douleur, ça peut également avoir un effet positif. Positif, c'est ça. Puis, tu sais, je voulais parler, bien évidemment, je pense qu'on va parler de médiation, mais tu sais, c'est comment on peut amener les gens, là, peut-être je rentre dans un gros truc, à aller essayer des choses, que ce soit aller voir le musée, tu sais, parce qu'il y a souvent ça, c'est, en fait, c'est la crainte, ou, ou des fois, il y a la peur, mais des fois, il y a aussi que c'est pas dans... Tu sais, mettons, moi, j'arrête pas de me dire, je veux aller voir plus de théâtre, j'en vois pas beaucoup. Mais c'est pas rentrer dans un réflexe aussi de regarder. Puis des fois, je fais, faudrait que j'aille voir, mais là, il y a comme la programmation déjà entamée, c'est presque déjà complet, ou, tu sais, les pièces qui m'intéressent, puis je suis comme, il y a plus... Là, on dirait que c'est pas dans... Tu sais, c'est de créer ces réflexes-là, je me dis, c'est compliqué. Puis je vais compléter ma question avec une anecdote, en fait, là, parce que il y a quelques années, j'avais été voir en avant-première un film américain qui s'appelle Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Un titre pas très sexy, mais un film incroyable là, que tout le monde peut adorer. C'est vraiment, vraiment bon avec Frances McDormand. Elle avait gagné meilleure actrice, meilleur acteur de soutien aussi dans le film aux Oscars. Puis quand je suis arrivé à l'avant-première avec mon ami, il y avait une marée de gens. Puis un peu, je jugeais, mettons, par la rapport, je me disais, on n'est pas à bonne... C'est pas la bonne crowd. C'est pas la crowd qui serait là. Là, on se demandait, puis là, il y a du monde, il y a un monsieur qui arrive. C'est-tu ici le film gratuit? Là, j'étais comme, de quoi tu parles, le film gratuit? Parce que là, c'était l'avant-première, fait que c'était effectivement gratuit. Pour me rendre compte, le monsieur nous dit, mais il y avait une pub dans le Journal de Montréal, puis il disait, il y a un film gratuit. Fait qu'il y a une crowd qui est venue, un peu plus vieille, qui savait pas pantoute c'est quoi le film, qui sont juste, il y a un film gratuit, ils sont venus. Ils ont quand même pris une chance. Mais au début, j'étais comme, ça va peut-être être bizarre, je sais pas comment ils vont-tu accepter... Puis c'est vraiment un film, tu sais, c'est pas compliqué. Là, c'est un film quand même qui frôle le pop. On rit, on pleure, ça va dans toutes les émotions. Mais c'est une de mes belles expériences parce que la crowd réagissait fort. Puis ça applaudit à la fin. Puis les gens étaient comme contents d'avoir fait « c'est quoi cette affaire-là? » Mais il n'y aurait jamais... Tu sais, finalement, par une pub, dans le général, est venu un film gratis, le monde est venu. Puis ils ont vécu quelque chose. Puis là, dans ma tête, j'espère que ça a ouvert peut-être une espèce de désir, peut-être pas généralisé, mais d'essayer d'aller voir. Tu sais, j'ai pris une chance sur quelque chose que je connaissais pas. Tu sais. C'est ça l'enjeu, de prendre une chance. Tu sais, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Là, c'est ça. Je pense que j'ai... Non, mais c'est intéressant. Tu sais, d'une part... tu sais, je pense qu'il y a un questionnement à soulever, c'est est-ce que la gratuité est la solution à tout? Ça, on pourrait s'en parler longtemps. Mais ceci étant dit, parallèlement à ça, cette idée-là d'essayer de créer des rencontres fortuites où le public destiné à une œuvre n'est pas nécessairement celui à qui on la propose. C'est quand même intéressant comme principe parce qu'effectivement, la culture, on la consomme.
Puis nos paradigmes de consommation, comme société, mais aussi comme individu, sont assez prédéterminés, là, en fonction de nos goûts, de notre histoire, du lieu d'où on vient. Il y a quelque chose là-dedans qui ne prend pas beaucoup de risques. Il n'y a pas beaucoup de prise de risque, même si des fois on a l'impression d'en prendre, on en prend assez rarement. Puis d'autant plus que quand on investit pour un spectacle, on veut comme une assurance d'appréciation. Fait qu'on va aller vers une proposition qui nous ressemble puis qui se rapproche de ce qu'on a envie de recevoir pour être diverti. Ouais. Mais ça, ce réflexe-là de divertissement, il est vraiment, vraiment, vraiment fort dans notre société actuellement. Puis l'art, c'est pas juste là pour divertir. L'art, c'est aussi pour susciter, on l'a dit tout à l'heure, des questionnements, une prise de conscience et tout ça. Mais ce réflexe-là, comme société, on ne l'a pas du tout développé. Moi, je pense qu'une des stratégies, même si là, la gratuité peut en être une actuellement, je pense que la meilleure stratégie socialement à mettre en place, c'est de mettre nos enfants en contact avec l'art le plus tôt possible. Tu sais, moi, je me souviens là, avoir travaillé avec, dans le cadre d'un projet, le regroupement des centres de la petite enfance en Montérégie. Puis, je me souviens qu'il y avait un formulaire qui avait circulé pour savoir, tu sais, dans les garderies en milieu familial, les garderies aussi en installation, quel genre de sorties culturelles on faisait. Puis, tu sais, les musées, les galeries, ça faisait même pas partie de l'univers des sorties culturelles de ces lieux-là en préscolaire. Une sortie culturelle, c'était aller au cinéma ou c'était aller au parc safari. Puis c'est correct, là, parce que c'est aussi des sorties de divertissement qui ont une... Tu sais, je suis la première à amener mes enfants au zoo de Grimby pour parc safari. Mais je me fais aussi un devoir de les amener au théâtre, de les amener voir des contes, de les amener voir les grands ballets canadiens, de les mettre en contact avec des choses qu'ils connaissent moins, qu'ils comprennent moins, parce que je pense que ça fait partie de la découverte du monde que de voir des choses qu'on ne comprend pas. En fait, il faut s'obliger à ça, d'être le spectateur de quelque chose qu'on ne comprend pas. Parce que ce que ça fait, c'est que ça stimule chez nous une volonté de comprendre et donc, conséquemment, une meilleure ouverture à la différence, aux autres. Donc, tu sais, tout ça, après ça, là, ça a un impact énorme sur une pensée collective dans notre société. Fait que, tu sais, je pense vraiment que la solution, c'est d'investir chez nos jeunes dès le préscolaire et le primaire pour les mettre en contact avec la plus grande pluralité artistique et culturelle possible. Puis après ça, ils développeront leurs réflexes, puis leur propre goût, puis leurs propres habitudes. Mais ces réflexes-là, honnêtement, c'est vraiment difficile de les développer à l'âge adulte, beaucoup trop tard. Puis, tu sais, tu l'as dit, nous-mêmes, on est dans le milieu. Puis, est-ce qu'on a le réflexe à chaque année de mettre à notre horaire... Je regarde la programmation de telle place, Même pas. Ça. Non, c'est ça. Imagine les gens qui ne sont pas dans le milieu. Tu sais, moi, par défaut, avec mon travail, je suis toujours dans des événements culturels. Puis, tu sais, mais je vais voir combien de spectacles par année? Honnêtement, si je vais en voir 5, c'est beau, là. C'est pas parce que... Puis, tu sais, les gens qui vont voir le plus de spectacles, souvent, ça va être des critiques, ça va être des journalistes culturels, parce que ça fait partie de leur travail. Les gens qui n'ont pas cette obligation-là, puis qui le font vraiment d'une volonté de s'ouvrir au milieu et à la création, il y en a pas beaucoup. Puis, tu sais, je salue ceux qui le font. J'en connais, là, qui sont souvent retraités, puis que, tu sais, c'est ça. Mais des gens, mettons, dans notre tranche d'âge, là, dans la trentaine, dans la quarantaine, tu sais, en moyenne, c'est ça, on va voir peut-être 5 spectacles par année, là. On pourrait facilement aller en voir plus, là. Puis souvent, on va voir des valeurs sûres, tu sais. On va pas voir du théâtre expérimental, tu sais, ni de la danse contemporaine. On va pas nécessiter... Notre premier show de prédilection, il sera pas au Jésus, là. Tu sais, souvent, on va aller dans une salle comme à Valspec, puis je respecte énormément leur programmation, là, mais tu sais, c'est des programmations qui sont vraiment très grand public, puis c'est correct. Mais
Mais je pense qu'on devrait avoir... En fait, même nos diffuseurs locaux et régionaux devraient avoir... Puis, tu sais, on revient à la question tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'on devrait investir en fonds publics? Bon, bien ça, c'est un bon exemple. Là. Les diffuseurs, actuellement, là, ils ne peuvent pas présenter des programmations expérimentales, plus nichées, avec des contenus plus... sensibles. OK? Ils ne peuvent pas faire ça parce qu'ils ne vendront pas leur salle. Oui, c'est ça. OK? Fait qu'ils vont vers des valeurs sûres. Ouais. Mais ça, en fait, ça plonge dans l'ombre plus de la moitié, sinon plus, du type de production qui se fait puis du travail de nos créateurs. Ouais. Fait que la seule façon qu'il y aurait de développer des nouveaux publics pour une nouvelle offre, la seule façon qu'ils ont, c'est de pouvoir créer des programmations qui sont financées publiquement. Parce qu'actuellement, c'est une part de marché qui n'existe pas. Okay. Le public pour ce genre de spectacle-là n'existe pas encore. Ouais. Donc, les fonds publics pourraient permettre de développer des programmations qui vont développer conséquemment des nouveaux publics. Oui, c'est ça. Fait que c'est à ça sert aussi d'investir. Oui, exact. C'est ça. C'est d'aller chercher, d'aller permettre l'éclosion de trucs. Oui, puis une diversité dans les programmations. Ouais. Parce qu'actuellement, tu regardes les diffuseurs, mettons qu'on a ici, là, disons qu'on ne veut pas aller à Montréal. Pas que j'aime pas Montréal, mais tu sais, mettons qu'on veut enrichir notre région montérégienne. Puis on regarde là, les programmations des grosses salles. On va avoir Valspec, on va avoir ici Château-Sainte, puis on va avoir, mettons, au 10-30 avec Manuvie. Bon, on a nos 3 salles de spectacle. Faites l'exercice, juste pour le fun, de comparer les 3 programmations. Ouais. Est-ce qu'elles sont vraiment très différentes les unes des autres? Est-ce qu'il y a une signature de chacun des lieux de diffusion? Non, ils ne peuvent pas se permettre ça. Ouais. Donc, oui, ce n'est pas exactement les mêmes spectacles, mais il va y avoir, puis là, je le dis avec tout l'amour que j'ai là, pour mes collègues dans ces lieux-là, mais il y a certainement 50% des shows qui sont en humour. Ouais. Il va y avoir un peu de chansons, mais ça va être au moins 20% en pop. La place de la danse. Oui, la danse, c'est ça. Théâtre, tu vas avoir, mais ça risque d'être le gros show, le succès de la saison à Montréal, puis qui se promène. Puis c'est ça, tu sais. Puis en même temps, c'est correct, là, tu sais, j'ai vu à Châteauguay, justement, c'était J'aime Hydro, mais tu sais, qui était le méga hit, exact. Mais en même temps, qui n'était pas clair d'être un hit, là, tu sais, quand même, c'était un théâtre documentaire, là, c'était quand même spécial, là, ce qui s'est passé avec ça. C'était pas nécessairement prédestiné à être un hit. Une pièce de 3h30 documentaire au Québec, et qui m'a fait pleurer 2 fois. J'ai pleuré 2 fois dans ce show-là. Tu l'as-tu vu? Non, je ne l'ai pas vu. Mais ça, c'est un autre beau moment, tu sais, d'être dans une salle, des gens très divers qui sont là parce qu'évidemment, la pièce, on entendait parler. Ils viennent me voir un peu par curiosité, puis je ne m'attendais pas à pleurer. J'ai pleuré 2 fois dans une pièce documentaire qui parle d'Hydro-Québec. 2 moments magistrales de théâtre. T'es comme, OK, tu sais, elle a réussi à insuffler une émotion dans quelque chose qui est... Tu sais, parce qu'à un moment donné, elle dit, là, le bout qui arrive là... Elle a un tableau, puis elle fait des chiffres, des mathématiques. Là, ça va être vraiment drable les 5 prochaines minutes. Puis elle explique les kilowatts, puis les patentes. Puis là, t'es comme, OK, ouais, là, c'est un peu long. Mais elle dit, mais après ça, on rattrape la part, tu sais. Puis... Mais bon, mais c'est ça. Ça peut arriver aussi des trucs de même. Mais là, je divague un peu. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je reviens encore à l'idée que... dans un spectacle aussi, il y a plusieurs moments. Il y a des moments auxquels peut-être... Puis tu sais, c'est faux de penser là, que l'attention d'un public va être intensément égale pendant 2 heures. Là. Non, c'est ça. Ça se peut pas. Puis là, c'est 3h30. C'est 3h30. C'est 3h30 avec un entracte. C'était fou. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que ce sera pas toujours aussi intense, mais il va y avoir... En fait, c'est quelque chose qui ressemble un peu à la vie. C'est-à-dire qu'il y a un spectacle, c'est un peu comme une vie ou un film. C'est un peu comme une vie en format court. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire il y a des moments de grâce, il y a des moments de lenteur, un peu désincarnés. C'est normal. Là. Il y a quelque chose du cycle aussi là, dans la narration. Puis, mais c'est des moments de grâce-là qu'on peut vivre collectivement ensemble. Ça en prend juste un là, dans un spectacle là, pour que ce spectacle-là nous marque à vie. Oui. On a dépassé notre temps.
Je savais que ça allait arriver, mais puis je savais qu'on aurait parlé 2 heures de temps. Tellement. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir me jaser. Puis on va souhaiter, puis on va inviter les gens de prendre des chances, de passer à la Maison Le Pailleur, d'aller visiter. Là, il y a justement l'artiste Trace qui est là pour jusqu'en juin, je sais pas. Jusqu'en mai. Jusqu'en mai, c'est ça, parce que d'une place à l'autre, ça peut aller ça varie. Fait que vous, jusqu'en mai, allez prendre une chance, une artiste de Châteauguay. Prenez des risques, en fait. Risques. C'est pas juste par rapport à ma propre institution, c'est visiter vos lieux culturels. Approchez-vous des manifestations culturelles. Vous n'êtes pas en danger. C'est pas, c'est une certaine, ça prend un certain courage. On a donc peur, des fois qu'ils me demanderaient de participer, des fois qu'ils, mais c'est tout ça est dans un contexte toujours de bienveillance, puis d'accueil, puis d'écoute de l'autre, puis prendre des risques, c'est payant. Et voilà. Ouais. Donc, merci beaucoup. Merci.